26 mai 1993, vallée de Yosemite, Californie. Derek Hersey a passé 16 heures à escalader la paroi abrupte d'El Capitan, l'un des murs les plus difficiles au monde, avec une seule canette de Pepsi. Il y est arrivé parce que Derek Hersey y arrivait toujours. En plus de 2 décennies d'escalade en solo intégral, sans corde, il n'était jamais tombé une seule fois. Jamais sur le Diamond, jamais dans le Black Canyon, jamais sur aucune des milliers de voies qu'il avait escaladées à travers le Colorado, le Wyoming et la Californie. Le monde de l'escalade l'appelait Docteur de la mort, non pas parce qu'il était imprudent, mais parce que rien ne pouvait l'atteindre. Alors, quand il a dit à son partenaire qu'il partait faire un petit solo rapide sur une voie bien en dessous de son niveau, personne ne s'est inquiété. Mais il n'est jamais revenu. Ce qui me dérange dans son histoire, c'est que ce n'était pas juste une seule erreur. Les enquêteurs n'ont pas trouvé une seule tragédie. C'était une chaîne d'événements. Ce qui s'est passé ce jour-là demeure l'un des mystères les plus étranges de Yosemite. Voici les dernières minutes terrifiantes de Derek Hersey. Bienvenue dans Extreme. Dans les années 80, les grimpeurs avaient un surnom pour Derek. Ils l'appelaient Docteur de la mort. Et honnêtement, quand on voit ce que cet homme faisait sur le rocher, on serait probablement d'accord. En 1989, Derek est arrivé au pied du Diamond, un mur presque vertical de 900 pieds de haut et l'une des parois de montagne les plus redoutées d'Amérique du Nord à l'époque. Il a pris 3 fig Newton et un gâteau Snowball au petit déjeuner. Ensuite, sans corde, il a gravi une face de cette montagne et descendu par une autre face, puis est remonté dans un parcours continu sans corde couvrant près de 900 mètres de parois rocheuses techniques, tout cela avant midi. 2 ans plus tard, Derek est retourné dans le Black Canyon au parc national de Gunnison dans le Colorado. C'est une gorge si profonde et étroite que lorsque vous vous tenez au bord et regardez en bas, la rivière au fond ressemble à un mince fil d'argent. Les parois plongent à près de 520 mètres tout droit vers le bas, plus sombre que tout ce que vous avez vu, striées de roches anciennes qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des millions d'années. La plupart des grimpeurs qui tentent cela décrivent l'expérience comme psychologiquement étouffante et le font avec des cordes, des partenaires et plusieurs jours de préparation. Derek est parti seul et en une seule journée, il a gravi 3 parois différentes dans ce canyon couvrant plus de 30 longueurs d'escalade individuelle. C'est comme grimper l'Empire State Building de haut en bas 3 fois de suite, le tout en moins de 4 heures. Donc, le surnom Docteur de la mort n'était vraiment pas une exagération. Comment devient-on comme ça? Très simple. Derek a grandi dans la banlieue du sud-ouest de Manchester, dans une famille ouvrière à la fin des années 50. Son père lui a fait découvrir la randonnée, mais Derek voulait escalader les anciennes bandes de roches sombres et rugueuses qui s'élèvent au-dessus de la campagne anglaise. À 13 ans, il n'avait pas l'argent pour acheter du matériel d'escalade. Cordes, harnais, équipements de sécurité, rien de tout cela n'était bon marché. Il a donc fait la seule chose possible. Il a grimpé sans rien. Tandis que les autres jouaient au cricket, le petit Derek pratiquait l'escalade en solo intégral. Voilà comment tout a commencé. À la fin de son adolescence, il appartenait à une génération de jeunes grimpeurs britanniques pour qui les falaises étaient toute leur vie. Il dormait dans des abris de bus, des chantiers et des remises à bois. Il recevait des allocations chômage toutes les 2 semaines et dépensait cet argent pour l'escalade. Il n'y avait rien d'autre, pas de plan de carrière, pas d'économie, pas d'appartement, juste du calcaire, du grès et le froid ciel anglais au-dessus d'eux. Derek n'était pas le seul grimpeur talentueux du groupe, mais ce qui le distinguait restait plus difficile à définir. Il était bruyant, généreux et presque agressivement joyeux et sociable. Cela l'a beaucoup aidé lorsqu'il a fait de l'autostop jusqu'aux Alpes sans argent et sans nourriture, à part 24 bars Mars. Il a grimpé sous la pluie des voies que d'autres n'auraient pas tenté, même par temps parfait. Alors, bien sûr, il a trouvé un moyen de s'envoler pour la Californie afin de voir Yosemite de ses propres yeux en 1980. Parce que pour toi et moi, ce ne sont que de simples parois de granit. Mais pour Derek, c'était le paradis. Derek a passé 3 mois là-bas, dormant au pied de ces parois avec d'autres grimpeurs et grimpant chaque jour sans exception. Il est revenu en Angleterre à la fin de son séjour, mais quelque chose avait changé. Les parois du Yosemite lui avaient révélé une ampleur de l'escalade dont il ignorait l'existence. L'Angleterre, sa patrie depuis toujours, lui parut soudain petite. Alors il était resté. Il a fait de l'autostop de New York à Boulder, dans le Colorado, avec seulement 40 $ en poche. Le plan était d'y rester 2 semaines. Il n'est jamais reparti.
Boulder, dans les années 1980, était tout ce pourquoi Derek était fait. L'escalade était de classe mondiale, le mode de vie était peu coûteux et juste à l'extérieur de la ville, creusé dans les parois de grès d'un étroit canyon fluvial appelé Eldorado, se trouvaient quelques-unes des plus belles falaises d'escalade d'Amérique du Nord. Derek appelait ça son bureau. En dehors du canyon, Derek Hersey était un phénomène inédit à Boulder. Il était bruyant et perpétuellement joyeux. Il saluait tout le monde qu'il rencontrait par « Salut mon gars !» Il appelait son sac à magnésie son sac de courage. Il n'avait pas de voiture et n'a jamais appris à conduire. Sa chambre était presque monastique parce que Derek Hersey ne possédait presque rien. Cela n'avait aucune importance. Pour Derek, les possessions ne t'aident pas à grimper plus de voies et ne te font pas gagner plus d'amis. Chaque matin, Derek arrivait au canyon d'Eldorado comme un ouvrier pointant à l'usine, mettait de la magnésie sur ses mains, attachait ses chaussures et commençait à escalader une tour de roche de 90 mètres appelée Wind Tower. Il montait par une voie, descendait par la suivante, remontait par la suivante, traversant tout le mur d'un côté à l'autre avec une patience et une précision qui laissaient les autres grimpeurs sans voix. Au fait, la Wind Tower n'est pas un mur pour débutants. Les voies qui s'y trouvent vont de modérément difficiles à extrêmement techniques. La plupart des grimpeurs qui tentent certaines sections le font avec une corde, un partenaire et toute leur concentration. Derek faisait ça pour s'échauffer. Et ensuite, la vraie escalade allait commencer. Vous penseriez probablement qu'un grimpeur comme celui-ci bouge vite et sans retenue, toujours à repousser ses limites, toujours à la recherche du prochain frisson. Derek était tout le contraire. Il n'était jamais pressé sur la roche. Contrairement aux autres grimpeurs audacieux en solo intégral, qui se déplaçaient rapidement sur la roche pour réduire au minimum le temps passé sur la paroi et le danger, Derek choisissait une escalade lente, délibérée, presque méditative. Et il n'entreprenait jamais une voie dont il n'était pas absolument certain de pouvoir la grimper en solo intégral. Il ne considérait pas le solo comme extrême ou dangereux. C'était simplement la façon la plus pure de se sentir vivant. Pas de corde à gérer, pas de partenaire à attendre, aucune partie de son esprit ailleurs que sur la roche juste devant lui. Juste le mouvement, le rythme et l'exigence absolue que chaque geste soit parfaitement exécuté. Au printemps 1993, Derek Hersey possédait l'un des palmarès d'escalade les plus remarquables de l'histoire de ce sport. Sur plus de 20 ans, son palmarès comptait des milliers de voies à travers le Colorado, le Wyoming, la Californie et bien au-delà. Paroi après paroi après paroi, toujours sans corde. Son exemplaire du guide d'escalade local racontait toute l'histoire sans un seul mot d'explication. À côté de pratiquement chaque voie répertoriée dans ce livre, voie après voie, sur des centaines de pages, Derek avait écrit un mot de sa propre main, solo. Sur plus de 20 ans, le total estimé de pieds de dénivelé que Derek Hersey a grimpé sans corde s'élevait à environ 1,5 million de pieds. C'est l'équivalent de grimper du niveau de la mer jusqu'au sommet du mont Everest plus de 50 fois. Et quelque part en chemin, le gamin fauché de Manchester qui était arrivé en Amérique avec 40 $ avait construit quelque chose de réel, de réel. Des grimpeurs expérimentés ont commencé à le solliciter. Des gens qui voulaient grimper avec les meilleurs, qui étaient prêts à payer cher, juste pour suivre Derek sur une paroi pendant une journée. Alors il a transformé cela en une entreprise d'escalade. Il l'a appelée Extreme. Sa spécialité était simple. Donnez-lui n'importe quelle voie et vous seriez en train de la suivre 20 secondes plus tard. La nouvelle s'est répandue rapidement. Ce fut un succès du jour au lendemain. Sa nouvelle entreprise lui a permis d'acheter du matériel et d'utiliser des cordes en escalade, mais il n'a jamais arrêté le solo intégral, son premier amour. Pour un homme qui n'avait jamais possédé de voiture, jamais appris à conduire et qui avait passé des années à dormir dans des cabanes, c'était ce qui se rapprochait le plus de la stabilité pour Derek Hersey. Il avait une petite amie. Il grimpait mieux que jamais. Il gagnait enfin de l'argent en faisant les deux seules choses qu'il avait jamais aimées, grimper et parler fort, une bière à la main. La vie était tout simplement parfaite. À la mi-mai 1993, Derek et son partenaire d'escalade Craig Lubin ont préparé leur équipement et sont partis de Boulder pour la vallée de Yosemite. Ils avaient un objectif principal pour ce voyage. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des plus anciens mystères non résolus de Yosemite. 26 mai 1993, 3 heures du matin. La vallée de Yosemite était totalement sombre et silencieuse. Il n'y avait aucun bruit dans la vallée, à part 2 hommes qui rangeaient silencieusement leur équipement, se préparant pour ce qui allait être la journée d'escalade la plus difficile qu'ils aient de tenter lors de ce voyage. Ils étaient sur le point de marquer l'histoire. À 5h15 du matin, ils étaient au pied de la paroi.
Cette fois, chose inhabituelle pour Derek, il y avait des cordes et du matériel technique. Cette ascension l'exigeait. Au-dessus d'eux, s'élevant à 900 mètres tout droit vers le ciel noir, se trouvait l'une des voies d'escalade les plus techniques d'Amérique du Nord, The Nose. La plupart des grimpeurs sérieux y passent 4 à 5 jours, dormant sur la paroi dans des tentes suspendues, progressant vers le sommet section par section. Derek et Craig essayèrent de le faire en moins d'une journée. Pendant les 16 heures suivantes, ils ont grimpé, longueur après longueur, sans relâche. Des centaines de pieds de granit défilaient sous leurs mains. Derek grimpait avec sa patience habituelle sans jamais se presser, sans jamais s'affoler, avançant simplement sur la roche comme il l'a toujours fait. Un mouvement délibéré à la fois, à des centaines de pieds au-dessus du fond de la vallée, aussi calme qu'un homme faisant une promenade matinale. Ils ont grimpé toute la matinée, puis l'après-midi, et jusque dans la soirée, le soleil traçant sa course dans le ciel au-dessus d'eux, avant de disparaître derrière la paroi de la vallée. Les parois, l'air qui se rafraîchit, la roche qui devient grise dans la lumière déclinante, les étoiles qui commencent à apparaître au-dessus du sommet qu'ils n'avaient pas encore atteint. À 21h, 16 heures après leur départ, Derek Hersey et Craig Lubin ont posé le pied au sommet d'El Capitan. Ils l'avaient fait. L'objectif principal de tout le voyage était accompli. Le coup? Pendant ces 16 heures des ascensions les plus éprouvantes physiquement au monde, la seule chose que Derek Hersey a consommée était une canette de Pepsi, juste une. Lorsqu'ils ont entamé la descente vers la vallée, Derek souffrait de crampes violentes aux jambes. Le genre de crampes musculaires profondes qui surviennent après des heures d'efforts soutenus quand le corps fonctionne presque à vide. Mais ils sont revenus au camping Sunnyside à 5 heures du matin le 27 mai en sécurité. D'après tout le monde, il était de bonne humeur, détendu, même heureux. Le matin du 28 mai 1993, Derek Hersey a dit à Craig qu'il allait faire en solo intégral la voie Steak Salad sur Sentinel Rock. Personne ne sait pourquoi il a choisi cette voie précise ce matin-là. Ce n'était pas prévu au départ. Pour comprendre ce qui va se passer ensuite, il faut savoir ce qu'est réellement la voie Steak Salad. Le Sentinel Rock se dresse sur le versant sud de la vallée de Yosemite. C'est un massif de granit de 900 mètres de haut, dont la face nord ne reçoit presque jamais de lumière directe du soleil. La voie Steak Salad, en particulier, se trouve sur la face nord et possède une caractéristique dont chaque grimpeur qui l'a tentée se souvient immédiatement. Elle est sombre et elle est humide. Parce qu'elle est orientée au nord et reste dans l'ombre des parois de la vallée pendant la majeure partie de la journée, la roche sur cette voie ne sèche jamais complètement. Et une grande partie de cette roche est recouverte d'une fine croûte biologique appelée lichen, ce genre de croissance gris-vert que l'on voit sur les vieux murs de pierre et les pierres tombales. Quand le lichen est sec, il offre un peu de friction. Quand le lichen devient mouillé, il devient presque aussi glissant que de la glace. Pas glissant comme le bitume mouillé, mais glissant au point que votre pied bouge avant même que votre cerveau n'ait réalisé que quelque chose a changé. La voie elle-même fait environ 450 mètres de haut et se compose de sections où la roche s'ouvre en fentes étroites, juste assez larges pour laisser passer un corps humain. Vous vous coincez à l'intérieur, appuyez votre dos contre un côté, vos pieds contre l'autre, et vous vous hissez vers le haut centimètre par centimètre. Elle est cotée 5,9 sur l'échelle de difficulté d'escalade. C'est bien en dessous des niveaux que Derek Hersey grimpait chaque jour dans le canyon d'Eldorado pour s'échauffer. Vous savez déjà ce que Derek a fait. Il est arrivé au pied de la voie vers midi, a mis de la magnésie sur ses mains et a commencé à grimper sans corde. Cela devrait être terminé en quelques heures. Il progressait régulièrement, section par section. Le fond de la vallée s'éloignait de plus en plus sous lui à chaque mouvement. Mais quelque part au milieu de son ascension, il s'est mis à pleuvoir. Petite info rapide, chaque mois sur Patreon, je publie une vidéo exclusive que vous ne trouverez nulle part ailleurs, le lien est dans la description. À ce moment-là, Derek était probablement déjà dans la moitié supérieure de la voie et devait donc prendre une décision. Il devait soit abandonner et redescendre, soit atteindre le sommet. Ce n'était pas une décision simple. Rappelez-vous, Derek grimpait sans corde, donc il ne pouvait pas simplement descendre en rappel. Redescendre signifierait refaire à l'envers chaque section qu'il avait déjà grimpée et chercher des prises qu'il ne pouvait pas voir sur une roche désormais mouillée et glissante. C'était tout simplement trop dangereux. Il n'y avait vraiment qu'une seule option. Alors Derek, fort de ses 23 ans d'expérience, a pris la décision que tous les solos réussis jusque-là lui avaient indiquée. Il a continué à grimper. Ce n'était pas sa première fois sur de la roche mouillée.
Une légère averse sur une voie cotée 5.9 n'était pas une raison de s'arrêter. Un instant, Derek était en train de monter, comme il l'avait fait 10 000 fois auparavant, ses mains lisaient de la roche, son corps bougeait comme toujours. Et puis de son pied a simplement glissé. Rien de dramatique, c'est le genre de petit décalage que son corps aurait corrigé sur une roche sèche sans même que son esprit conscient ne s'en rende compte. Son corps a basculé en arrière alors que ses mains cherchaient le mur, luttant désespérément pour agripper la roche comme il l'avait toujours fait en 23 ans d'escalade. Mais cette fois, c'était trop tard. Derek est tombé de plus de 240 mètres le long de la paroi de Sentinel Rock. Aucun témoin pour appeler à l'aide, aucun partenaire pour lui donner les premiers soins, aucune corde pour le retenir. Je me demande ce qu'il a pensé dans ces dernières secondes. Le brusque basculement, la prise de conscience, les mains cherchant quelque chose qui n'était plus là. Les psychologues qui étudient les sports extrêmes nous disent que, dans les moments de chute libre soudaine, le cerveau ne panique pas comme la plupart des gens l'imaginent. Le temps ralentit. L'esprit devient extraordinairement clair, entièrement concentré sur l'instant présent d'une manière presque paisible. Ce qu'il a ressenti alors, nous ne le saurons sans doute jamais. Derek a atterri violemment sur une corniche à 850 pieds au-dessus du fond de la vallée cet après-midi-là, le 28 mai 1993. L'impact a été immédiat et fatal. Ce soir-là, son ami et partenaire d'escalade Craig Lubin attendait au camp. Ce n'était pas tout de suite inquiétant. Derek ajoutait parfois des voix supplémentaires après avoir terminé sa mission principale. Parfois, cela menait à une nuit imprévue sur la montagne. Mais lorsqu'il a vérifié sa tente le lendemain matin, le 29 mai, et l'a trouvée vide, Craig a immédiatement appelé les secours. Les équipes de recherche se sont déployées dans toute la vallée pour retrouver Derek. Vers 9 heures du matin, d'autres alpinistes ont aperçu un corps sur une corniche à 260 mètres au-dessus de la base de Sentinel Rock. Ils ont appelé Craig pour confirmer ce qu'ils savaient déjà, mais ne pouvaient pas admettre. Quand Craig est arrivé, la chute était si violente qu'il n'a pu reconnaître Derek qu'à ses vêtements. Il n'avait que 36 ans. Dans les jours qui ont suivi, la réaction officielle de tout le monde n'a pas été le chagrin mais le déni. Un tel accident ne devrait pas arriver à quelqu'un avec l'expérience de Derek. Ça ne devrait tout simplement pas arriver. Et ils ont raison, ça n'a pas de sens. Mais quand on met les faits bout à bout, un tableau terrifiant commence à se dessiner. Derek avait passé 16 heures sur El Capitan 2 jours plus tôt avec une seule canette de Pepsi. Les lésions musculaires, dues au fait de courir presque sans rien dans le ventre, ne disparaissent pas après une seule journée de repos. Et la fatigue ne fait pas que vous ralentir. La recherche montre que cela change la façon dont le cerveau gère le danger. Elle émousse les réactions instantanées et les corrections automatiques que votre corps effectue sans réfléchir. Lors d'une ascension de récupération, il a affronté la pluie sur des rochers restés à l'ombre toute la journée, rendant la surface imprévisible, sans corde ni possibilité de redescendre. Pris séparément, Derek aurait probablement survécu à ces événements, mais les deux en même temps, et cela devient un drame. Les experts parlent du modèle du fromage suisse, où plusieurs petites défaillances s'alignent comme des trous dans des tranches de fromage suisse empilées. Jusqu'à ce que soudainement il y ait une ligne droite d'un côté à l'autre, et plus rien pour arrêter ce qui passe. Dans une interview de 1993, ils ont demandé à Derek à propos de l'escalade libre et s'il avait une pulsion de mort. Il a tout de suite réagi. Il n'y a rien d'autre qui me fasse me sentir aussi vivant. En solo intégral, l'escalade exige une concentration totale. Tu passes d'un mouvement à l'autre sans distraction. Tu n'existes que dans le présent, disait-il. Le 28 mai 1993, quelque part sur la face nord de Sentinel Rock, il a perdu cette concentration une seule fois. Ce fut la dernière. Derek Hersey était mort parce que chaque petite défaillance invisible s'est alignée parfaitement pour une tragédie qu'il ne pouvait pas prévoir. Ce prochain sauteur est un comptable à la retraite qui a rédigé plus de 60 pages de notes de sécurité en préparant une cascade complexe. Il a sauté d'un pont pour se rendre compte en plein vol qu'il avait oublié de prendre en compte les 4 dernières secondes. Voici ce qui s'est passé ensuite.